Nous souhaitons, au travers de cette table ronde, vous présenter les 3 métiers de la filière, à savoir masseur-kinésithérapeute, psychomotricien et ergothérapeute, pour vous aider dans vos choix d'orientation professionnelle. Je vous propose d'échanger au travers d'exemples sur les points communs, les nuances entre ces 3 métiers. Et dans un second temps, les intervenants nous préciseront les parcours de formation depuis la sélection, la durée des études, etc. Alors pour démarrer, pourriez-vous chacun à votre tour nous donner une définition simple de chacun de vos métiers? Madame Lobé, vous pouvez démarrer? Oui, tout à fait. Alors, la psychomotricité, c'est une discipline paramédicale qui va s'intéresser à l'articulation entre le pôle moteur et puis tout ce qui est de l'ordre plutôt du fonctionnement psychologique. Si je fais n'importe quelle action, je vais devoir, pour simplifier, réfléchir à ce que je fais, mémoriser certains éléments et puis en même temps gérer des émotions, gérer des aspects plutôt affectifs. Donc, la psychomotricité va prendre en compte finalement cette articulation et pouvoir proposer des soins individualisés aux personnes dans le but, en passant par le corps, d'avoir une action psychologique. Merci. Monsieur Gouilly? Bonjour Madame Borin. Alors, le masseur kinésithérapeute intervient sur prescription médicale. C'est également une profession paramédicale comme la psychomotricité et nous faisons partie de la même filière, la filière de rééducation. Alors, nous intervenons dans des affections ostéo-articulaires. Je pourrais donner derrière des exemples du style entorse de cheville, fracture, mais aussi tendinopathie, des affections neurologiques, des affections cardio-respiratoires, l'insuffisance respiratoire, ou peut-être on pourrait parler actuellement de les affections post-Covid, puisque les gens, une fois qu'ils sortent de réanimation, ont des déficiences respiratoires majeures, donc ça nécessite de la réhabilitation respiratoire, et puis il peut y avoir des larges spectres d'action. Nous réalisons d'abord une évaluation qu'on appelle le diagnostic kiné et à la suite de ça, on va réaliser des techniques manuelles ou instrumentales. Alors, je vous donnerai des exemples, mobilisation passive, des membres, du rachi, massage, des exercices, du renforcement musculaire. Et nous avons un exercice dans un but à la fois thérapeutique, mais aussi préventif. Merci, Monsieur Gouilly. Monsieur Dossman pour l'ergothérapeute. Oui, bonjour Madame Morin, bonjour aux autres. Donc l'ergothérapeute, c'est un professionnel de santé, donc c'est une filière paramédicale. L'ergothérapeute, il va fonder sa pratique d'ergothérapie sur un lien qui existe entre l'occupation humaine et la santé. Alors qu'est-ce que c'est que l'occupation humaine? On décline ça selon 3 modes. Il y a tout d'abord les activités de soins personnels, c'est-à-dire la toilette, l'habillage, faire ses transferts, se déplacer. Les activités de production, les activités productives, donc le travail, les études, l'entretien du cadre de vie, le bénévolat. Et puis enfin, ce qui est extrêmement important pour nous tous, ce sont les activités de loisirs. Alors, ce peut être des loisirs actifs, des loisirs associatifs, des loisirs culturels ou des loisirs expressifs. Quand il se passe quelque chose dans la vie des gens au niveau de leur santé, eh bien, toutes ces activités d'occupation humaine vont être perturbées. Et donc, l'ergothérapeute, en interdisciplinarité avec les autres professions médicales et paramédicales, l'ergothérapeute va s'attacher à essayer de redonner une occupation humaine qui soit la plus proche possible de celle qu'elle était avant. Je vous remercie pour ces précisions, en tout cas pour ces définitions simples pour chacun des métiers. Alors peut-être pour illustrer, parce qu'on voit bien on voit quelques complémentarités dans ce que vous avez donné dans vos définitions, quelques différences. Alors pour un éclairage plus précis, si on prenait des exemples, est-ce que vous pourriez, pour chacun des exemples, nous préciser le rôle de chacun? Alors, si on prenait l'exemple d'une personne, de la prise en charge d'une personne âgée souffrant de polypathologie, quel serait le rôle de chacun depuis le psychomotricien, l'ergothérapeute et le kiné? Alors, peut-être que certains auront des rôles plus importants en fonction du patient pris en charge. Et dans ce cadre-là, dans le cadre de la personne âgée souffrant de polypathologie, est-ce que vous pourriez nous éclairer sur le rôle de chacun? Madame Lobé? Oui, tout à fait. Alors, dans le cadre effectivement du travail avec les personnes âgées, toutes les professions paramédicales vont intervenir, dont le psychomotricien.
Et donc l'approche va dépendre évidemment de la problématique de la personne, mais on peut dire que globalement, une personne âgée, malade, va perdre des repères en fait, hein, dans sa vie et puis au niveau de son corps. L'idée avec la psychomotricité, ça va être de pouvoir l'aider à reprendre une autonomie et à reprendre confiance en elle de manière schématique. On peut imaginer par exemple une personne âgée qui a chuté. Le fait qu'elle remarche ne va pas s'appuyer uniquement sur des facteurs physiologiques et physiques. Donc voilà notre intervention. En complémentarité, par exemple, de la kinésithérapie, on intervient fréquemment avec des personnes qui n'arrivent plus, en fait, qui n'ont plus l'énergie, la motivation ou la confiance pour pouvoir se déplacer. Et à ce moment-là, le psychomotricien va pouvoir intervenir là où le travail de la marche est un travail kinésithérapique habituellement. Merci. Monsieur Gouilly, dans le cadre de la prise en charge d'une personne âgée, le masseur kinésithérapeute, alors son rôle? Alors, je rejoins tout à fait notre collègue, et puis je pense qu'Olivier continuera dans cette logique de complémentarité, parce que c'est tout l'intérêt quand on travaille, par exemple, dans des centres de rééducation, de travailler en équipe, puis de rassocier d'ailleurs les soignants, infirmières, aides-soignantes dans la prise en charge du patient. Alors, le premier cas que vous nous donnez, c'est un cas qui explose. En ce sens, c'est 17% des personnes âgées qui ont des pertes d'autonomie. Ce sont des chiffres 5 à 6 millions qui vont continuer à augmenter. Donc là, on est en plein dans la réalité. Et c'est important de commencer par cela parce que peut-être que les jeunes qui nous entendent se disent « Ah ben nous, on aurait plutôt voulu faire de la kiné pour les petits-enfants ou les arrière-petits-enfants des personnes qui ont des pertes d'autonomie. » Le sportif de haut niveau, bah oui, ça fait rêver, mais ce n'est pas notre cœur de métier. Notre cœur de métier, c'est entre autres la personne âgée. Alors, pour continuer, bien évidemment, il y a tous les problèmes de marche qui n'appartiennent d'ailleurs pas spécifiquement aux kinésithérapeutes, hein, puisque l'ergothérapeute travaille également la marche. Moi, je serais très synthétique. Il y a la notion d'évaluation qui est très importante, du style, est-ce que la mobilité des articulations est suffisante pour faire des choses basiques, du style mettre des chaussures, ou par exemple, quand on est en position assise, une cheville qui est diminuée en mobilité ne va pas permettre au patient de se pencher vers l'avant et Ouais. donc de se relever de la position assise. Euh, Pareil au niveau de la hanche. L'évaluation de l'équilibre pour savoir si la personne se retrouve debout, certes, mais comment on va essayer d'optimiser la chose. Et puis, bon, bien évidemment, l'évaluation de la marche, etc. Et une fois qu'on a terminé cette notion d'évaluation, ben, on va essayer, en fonction des éléments qui sont un peu diminués, alors ce qu'on appelle dans notre jargon des déficiences, on va essayer de les travailler. Je prenais tout à l'heure la mobilisation passive. Ben, par exemple, une cheville, s'il lui manque 15 degrés de flexion, on va essayer de regagner cette mobilité, puis surtout de donner les moyens aux patients, qui n'est pas tant patient que ça d'ailleurs, hein, parce qu'une personne âgée en perte d'autonomie n'a pas cette sensation d'être un patient. Donc, on va essayer de lui donner un peu plus de mobilité pour lui permettre de faire un geste que après, bah, le collègue ergothérapeute va vraisemblablement envisager à travers des activités. Je passe la parole à Olivier. Très belle transition. Merci. Donc en fait, la prise en soin des personnes âgées avec atteinte de polypathologie, elle se fait selon trois modes en fait. On va travailler avec elles au niveau de la prévention, c'est ce que disait tout à l'heure la collègue au niveau des chutes. Et puis on s'attachera aussi à faire de la protection et éventuellement faire de la réparation si ça n'a pas bien fonctionné. Les maîtres mots qui restent en mémoire, c'est on va surtout travailler l'indépendance et l'autonomie. Alors, ce sont deux termes qui sont synonymes, mais qui ne veulent pas dire du tout la même chose. L'indépendance, c'est le pouvoir agir, être capable de pouvoir faire quelque chose. Alors que pour nous, rééducateurs, l'autonomie, c'est vouloir agir. La notion de qualité de vie passe aussi par la volonté de vouloir faire quelque chose. Et donc tout ça, ça se fait ou à domicile. Il faut bien sûr que nos aînés restent le plus longtemps à domicile possible. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une équipe tout autour qui puisse être là, disponible pour leur permettre d'être chez eux. Et il faut savoir que nos aînés sont bien mieux à domicile qu'en institution, même si en institution, ils sont très très bien pris en charge. Mais pour quelqu'un qui a habité pendant 60 ans la même maison, dans le même quartier, avec les mêmes voisins, avec les mêmes habitudes, c'est toujours un déchirement de partir. Donc on va s'attacher à les garder le plus longtemps possible en institution, à domicile, avant de les envoyer en institution.
Alors, on va travailler à domicile sur la prévention, c'est-à-dire que la prévention, c'est quelque chose qui est dans les pièces de vie. On pense toujours aux escaliers qui sont générateurs de chute. Les personnes âgées ne tombent jamais dans les escaliers. Les lieux de vie où elles tombent principalement, ce sont les sanitaires, c'est-à-dire les toilettes et la salle de bain. Il faut savoir qu'une personne âgée a du mal à s'asseoir, c'est ce que disait mon collègue kinésithérapeute. Un déficit de flexion de cheville va faire qu'elle va être obligée de se pencher en avant. Alors, lorsqu'on s'assoit sur les toilettes sont plus basses qu'une chaise. Donc, effectivement, le moindre degré qui manque va perturber complètement le schéma qui est nécessaire pour s'asseoir. Et en fait, on a beaucoup de personnes âgées qui, malheureusement, chutent dans les toilettes. Et on retrouve les mêmes contraintes avec les salles de bain. Les salles de bain qui sont arrivées après-guerre, qui étaient des éléments sanitaires tout à fait novateurs. Et ben, la baignoire, c'est quelque chose qu'il faut pouvoir enjamber, il faut pouvoir s'asseoir dedans, il faut pouvoir en sortir, et c'est là que le bas blesse, parce que s'asseoir dans une baignoire, c'est relativement simple, en sortir, c'est compliqué. Et puis en institution, on s'attachera aussi à permettre à ces personnes âgées d'avoir une certaine qualité de vie. La vie en institution, c'est une vie en collectivité, mais il faut que chaque personne âgée puisse garder son identité propre et puissent continuer à vouloir faire des choses, et elles ne sont jamais imposées. On va travailler en institution sur l'installation au lit, l'installation au fauteuil, l'installation dans ces éléments sanitaires, même s'ils sont adaptés, il faut faire de la prévention. Merci pour les précisions. Alors, on voit que on est vraiment dans la complémentarité au niveau de vos trois métiers. Alors, si on prenait un autre exemple, on avait pris celui de la personne âgée. Si on prenait l'exemple des enfants, pour prendre l'exemple un peu opposé, et notamment, on va prendre l'exemple d'enfants souffrant d'autisme, par exemple. Est-ce qu'on a une prise en charge, voilà, qui est sur le psychomotricien, l'ergothérapeute et le masseur kiné? Et est-ce que vous pourriez nous expliquer quelles sont les prises en charge que vous mettez en place pour ce type, voilà, pour ce type de patient? Oui, tout à fait. Alors, l'autisme, déjà pour commencer, c'est un trouble neurodéveloppemental sur lequel on intervient effectivement très fréquemment. La personne avec autisme, c'est une personne qui va avoir des difficultés en fait à organiser les informations qui proviennent de l'environnement. Et du coup, ça va provoquer chez elle un certain nombre de comportements particuliers, d'isolement notamment, des angoisses, voilà, ce type de fonctionnement. Et ces particularités vont impacter le corps. Alors, d'un point de vue fonctionnel, au niveau du schéma corporel, les personnes avec autisme ont généralement du mal à situer les parties du corps, à les intégrer, ce qui fait qu'elles peuvent être maladroites, se cogner, faire des chutes, ce type de comportement. Et puis également, le corps, dans une dimension plus psychologique, est impacté au niveau de l'image du corps. L'image du corps, c'est l'image qu'on a de soi et qui est nourrie notamment par les relations avec les pères, avec les parents, puis ensuite avec les pères. Donc forcément, dans le champ de l'autisme, ces dynamiques relationnelles vont être impactées et ça va impacter le corps au niveau fonctionnel, au niveau psychologique. Donc en psychomotricité, ce qu'on va tâcher de faire, c'est de partir de la symptomatologie autistique, qui est le trouble de la relation sociale et puis des comportements qui sont réduits, qui sont stéréotypés. On va essayer de s'appuyer sur ces comportements, ces centres d'intérêt réduits pour essayer d'amener la personne autiste à élargir en fait son répertoire de comportements moteurs et puis essayer autant que possible d'adapter l'environnement, notamment en le structurant, pour pouvoir lui permettre d'avoir davantage de relations sociales et de mieux se repérer là-dedans. Les personnes autistes, par exemple, ont énormément de mal à décrypter les communications non verbales. Alors que là, on discute tous ensemble, on fait sans faire attention, on écoute ce que disent les autres, mais on regarde aussi nos visages, on s'adapte par rapport à ça. La personne autiste a beaucoup de mal avec cet élément. Et puis, il n'y a pas que la personne autiste, il y a aussi ses parents, parce que la prise en charge de l'autisme reste difficile en France. Les parents sont extrêmement impliqués et c'est très éprouvant d'avoir un enfant avec autisme. Donc, un de nos rôles va être aussi l'accompagnement parental et pour aussi que les progrès, les éléments qui sont proposés en séance puissent être après utilisés à la maison pour que les parents aient des billes, d'une part, et puis également parce que les personnes avec autisme ont du mal à généraliser les apprentissages. Ça veut dire que ce qu'elles ont appris dans un endroit, elles peuvent avoir du mal à le refaire dans un autre. D'accord.
Voilà, donc la psychomotricité va s'attacher donc à la fois à la personne avec autisme et à sa famille. Merci Madame Lobé. Monsieur Gouilly, par rapport à l'exemple de l'autisme sur la prise en charge comme pour les Alors, kinés. on dirait déjà pour dire qu'on ne rééduque pas une pathologie. On va rééduquer un patient qui présente un autisme et, comme vient de le dire Madame Lobé, qui a toute une série éventuellement de problèmes. Nous, on va cibler essentiellement le développement moteur. S'il y a une altération de ce développement moteur, ce qui est quand même extrêmement courant, et donc, on l'évaluera et puis on essaiera de voir comment on peut essayer d'optimiser ce développement moteur. Alors, en parfaite collaboration avec les collègues, parce que c'est vraiment un domaine où on travaille main dans la main. Et d'ailleurs, on a vu l'exposé de Madame Lobé, c'est extrêmement complémentaire parce que souvent on a deux regards différents par rapport à une même problématique. Et donc, c'est très riche de faire avancer les choses. Merci. Et pour compléter, Monsieur Dossmann, dans cet exemple. Alors moi, je conclurai en disant que chaque autiste est unique. Donc Oui. il faut une évaluation, un bilan des capacités qui soit extrêmement fin. On va s'attacher à regarder chez ces enfants ou chez ces adolescents leur capacité de motricité fine en particulier, au niveau de la dextérité, au niveau de la coordination. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui sont extrêmement importantes pour les tâches de la vie quotidienne. La motricité fine c'est tout simplement être capable de faire en sorte que l'enfant puisse s'habiller tout seul. Mettre des boutons, c'est pas bien simple. S'habiller, c'est pas bien simple parce qu'il y a un sens. Quand on voit les pièces de vêtements, il faut comprendre qu'il faut passer la main dans la manche, etc. C'est des choses qui sont pas faciles. Il faut donc décomposer ces tâches, il faut que ça devienne, alors sous forme de pictogrammes, sous forme de plein de choses, il faut que ces tâches deviennent décomposées. Et puis, les actes de la vie de tous les jours, c'est aussi les activités scolaires. Donc, ce sont des enfants qui doivent être scolarisés et donc la maîtresse n'est pas forcément très au point par rapport aux difficultés de l'enfant. Donc, c'est un travail de longue haleine avec l'éducation nationale. Il faut aussi comprendre que ces enfants-là peuvent avoir des loisirs. Donc, il faut aussi arriver à décomposer les tâches de loisirs qu'ils souhaitent avoir. Donc l'ergothérapeute, dans sa prise en charge globale, s'intéressera bien entendu aux environnements, hein, l'environnement, le domicile, le travail avec la famille, comme l'a dit Madame Lobé, le travail à l'école. Et puis, quand les parents travaillent, il y a aussi travailler avec le centre aéré. Un enfant autiste doit pouvoir aller dans le centre aéré avec d'autres enfants. Donc en fait, l'autisme, c'est un trouble envahissant du développement. Et il faut comprendre que c'est quelque chose de particulier et que c'est un travail qui est extrêmement important. Il y a des renforçateurs qui sont nécessaires. Il y a des comportements à avoir avec ces enfants-là qui sont différents des comportements que je qualifierais de normotypiques. Merci pour les précisions sur ce second exemple. Donc, vous notez bien hein, la complémentarité, c'est vraiment le terme que l'on retient, en tout cas concernant vos trois métiers. On va prendre un dernier exemple, peut-être un exemple sur la prise en charge des nourrissons sur un service de néonatologie, pardon, et voir si effectivement si vous intervenez aussi sur par rapport à ces patients et voir aussi quelle complémentarité dans votre prise en charge et comment vous intervenez chacun auprès de ces patients. Madame Lobé? Alors oui, nous intervenons auprès des jeunes enfants, alors en centre d'action médico-sociale précoce, en service de néonatologie, de pédiatrie. Pour le cas spécifique donc des bébés, par exemple en néonatologie, en psychomotricité, on va partir du principe que ce bébé qui est en service n'est pas dans un environnement classique, normal pour un bébé, et que ce contexte, cet environnement va forcément provoquer chez lui des réactions. Et ces réactions ne sont pas forcément classiques puisque le cadre ne l'est pas. Ce qu'on va facilement retrouver chez des jeunes bébés en service hospitalier, ce sont des postures en hyperextension. Parce que un enfant, un bébé qui n'est pas bien, il va se mettre dans cette posture-là. A contrario, quand il va se rassurer, quand il va plus avoir faim, quand il va plus être en détresse, il va se détendre et s'arrondir en fait. Donc
on va dire que cette posture en hyperextension, elle a du coup deux conséquences. Un, psychologique, je viens de vous le dire, le bébé n'est pas bien s'il se met comme ça. Et deux, des conséquences physiologiques, hein, puisque cette posture en extension va avoir un impact au niveau des muscles, du développement musculaire. Donc, c'est pas très souhaitable de laisser le bébé dans cette attitude, du moins trop longtemps. Donc, en psychomotricité, on va travailler à quelles conditions on peut mettre en place pour ce bébé-là, qu'est-ce qui arrive, lui, à le détendre, est-ce que c'est plutôt dans les regards, dans la voix, dans les bercements, essayer de trouver comment ce bébé fonctionne pour lui donner des possibilités de se détendre et de récupérer une posture plus classique. Donc ce travail, on peut le réaliser seul, mais le mieux est de le réaliser avec les parents. Un, parce qu'ils ont des clés de compréhension de leur enfant qui ne sont pas les nôtres, et deuxièmement parce que ces parents peuvent se sentir un peu dépossédés en fait par rapport à leur enfant, service hospitalier, puisque ce ne sont pas eux qui s'en occupent toute la journée, alors que normalement on s'occupe de son bébé, surtout petit, toute la journée. Et en fait ce contexte peut mettre les parents dans vraiment des dynamiques très compliquées et du coup avoir du mal à investir cette parentalité. Donc les faire participer, leur montrer qu'ils sont capables de détendre leur bébé, que ce bébé a des compétences, même s'il est tout petit, même si on est en service hospitalier, il sait faire plein de choses et il y a plein de choses qui vont pouvoir se produire à l'avenir. C'est un peu ça le message qu'on va faire passer aux parents. Donc ce qu'on va viser, c'est à la fois des effets physiologiques sur le bébé et aussi le contexte psychologique avec sa famille. Merci, Monsieur Gouilly. Une précision sur la néonatologie? Alors, l'exemple de la néonatologie est extrêmement intéressant parce qu'on s'adresse à des jeunes qui vont avoir une activité professionnelle qui va durer longtemps, puisque globalement, ils exerceront 50 ans. Et la néonatologie m'a rappelé un souvenir qui résume magnifiquement l'évolution de notre profession, enfin de nos professions. Quand j'ai commencé à travailler, c'était hier, la néonatologie dans l'hôpital où je travaillais représentait 15% de nos actes. C'était donc le numéro 1 de tout ce qu'on faisait. Ouais. On faisait surtout les affections respiratoires, puisque en néonatologie se trouvent entre autres les prématurés. Et avant 8 mois, je rajouterais ce qui explique qu'il ne faut jamais fumer avec une femme enceinte, puisque avant 8 mois, c'est là que se constitue tout l'appareil respiratoire et c'est là qu'on va entraîner toute une série de problèmes que le nourrisson devenant enfant va traîner jusqu'à la fin de ses jours. Donc pitié, si vous fumez, ce qui n'est pas une bonne chose, au minimum, ne le faites pas à côté d'une femme enceinte. N'empêche que, avant 8 mois, il manquait un élément qui s'appelait le surfactant et donc les bébés étaient ventilés. Et puis, au fur et à mesure de l'évolution, il y a eu la création d'un surfactant artificiel et puis la modification de respirateurs, ce qui fait que notre activité est passée de 14% à 4% en 3 ans, ce qui était génial parce que c'était pour le bien-être des enfants. Bon. Malheureusement, ou heureusement, on continue bien évidemment à faire des activités pour des gros cas parce que de temps en temps, il y a des problèmes majeurs. Donc, globalement, c'est autour des affections respiratoires avec des techniques de kinésithérapie ciblées. Et puis, il y a également l'éventualité, dans certains cas, de manifestations ostéo-articulaires, comme par exemple les pieds beaux varus-séquins avec une partie évaluation et une partie traitement, etc. Alors, on n'a pas du tout la même approche que le psychomotricien avec les parents. Il est évident que le travail en équipe, ça va avec l'équipe qui soigne en néonatologie, avec un environnement tout à fait particulier, mais évidemment avec les familles qui, très souvent, ont un problème de distanciation avec l'enfant qui vient de naître, avec toute la difficulté qui va avec. Et il est clair, quand on s'occupe de l'appareil respiratoire ou du pied ou d'autres choses, parce que je pourrais prendre d'autres exemples, il faut impliquer les parents dedans. Ça, c'est un élément essentiel. Merci pour les précisions, Monsieur Dossmann. Alors, le service de néonatologie, c'est un monde très particulier qui se divise en gros en trois parties. Il y a la partie réanimation, il y a la partie soins intensifs et il y a la partie médecine. Que ce soit dans l'un ou l'autre de ces 3 secteurs, effectivement, le bébé est au centre d'une équipe, c'est une fourmilière autour de ce petit enfant qui vient de naître, souvent très en avance,
avec pas mal de difficultés. Notre intervention, elle ne se fera pas particulièrement auprès de l'enfant, elle se fera surtout auprès de la famille, de la maman en particulier, mais n'oublions pas le papa, parce qu'il y a toujours des problèmes d'installation qui sont importants à prendre en compte. Il est évident que les techniques maintenant qui s'appellent de peau à peau, où les enfants sont mis sur la peau de la maman ou la peau du papa, ces techniques se font sur des sièges qui sont souvent les mêmes que ceux qu'on rencontre dans la plupart des hôpitaux de Français de Navarre. Et donc là, ce sont des sièges qui conviennent pour les gens de petite taille et les gens de grande taille, les petits, les gros, etc. Et donc l'installation, elle est importante. Il faut que la maman ou le papa soit bien pour que l'enfant se sente bien. Donc notre intervention, elle ne se fera pas beaucoup au niveau de l'enfant, parce qu'il y a des collègues qui s'attachent à le faire bien mieux que nous, mais surtout au niveau de la maman, et n'oublions pas le papa, par rapport à cette installation, comment porter l'enfant sur l'avant-bras pour qu'il soit bien pendant la digestion, etc. Il faut donner des conseils. Évidemment, l'épaule est une articulation fragile, et si cette articulation commence à devenir douloureuse, eh ben, l'enfant ne sera pas bien installé parce que la maman ou le papa aura mal. Donc l'intervention, elle se fait surtout au niveau de la famille proche, la maman et le papa. Alors, merci pour toutes ces précisions. Est-ce que vous souhaitez revoir sur quelques points par rapport à ces complémentarités? On a bien vu que, voilà, on travaillait vraiment, c'était le maître mot sur la complémentarité, et en fonction aussi du patient, on prenait aussi en charge, on va dire, sa famille proche. On a vu avec l'exemple du nourrisson notamment, mais même au niveau de l'autisme, par exemple. Alors, on a vu ces complémentarités, c'est peut-être ces différences, ces prises en charge en fonction des patients. Alors maintenant, quelles sont les études, hein, quel cursus on engage pour justement pouvoir exercer en qualité de psychomotricien, d'ergothérapeute ou de masseur kiné. Alors, quel cursus? Je vous laisse la parole. Peut-être vous pouvez prendre collégialement la parole par rapport à ce point. Peut-être l'originalité Grand Est, puisque nous faisons tous les trois la même chose, à savoir une année universitaire qui s'appelait jadis PACES, encore cette année, mais pour les jeunes qui nous écoutent, ça s'appellera demain le PASS, le LAS. Donc une année soit spécifique santé, soit en passant via une licence qui peut être une licence d'allemand, de STAPS, enfin, etc. Ça dépend des trois universités Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine. Et puis après, nos cursus diffèrent un peu. Donc peut-être Madame Lobé va nous détailler les 3 années. Alors oui, en psychomotricité, donc effectivement, comme vous l'avez dit, Monsieur Goudy, on recrute effectivement avec les premières années métiers de santé. 3 années en psychomotricité. La première, principalement dédiée au développement de l'enfant normal. Donc l'étude de l'intégralité du développement psychomoteur, comment on peut agir dessus. La deuxième année est plutôt consacrée à l'enfance, à l'adolescence, sous un aspect, c'est vrai que ça je ne l'ai pas précisé non plus, mais sous un aspect à la fois rééducatif, préventif et thérapeutique, puisque c'est les 3 gros domaines sur lesquels on va aller. Et en 3e année, les étudiants s'intéressent davantage à l'adulte et à la personne âgée. Voilà en gros le schéma des études en psychomotricité. Merci. Olivier? Je vais poursuivre. Donc oui, la particularité de la région Grand Est, c'est qu'effectivement, les étudiants qui veulent intégrer nos instituts de formation doivent passer par un parcours avec accès spécifique santé qu'on appelle un PASS. C'est pas un ticket de bus, hein, c'est un PASS. Soit passer par une licence avec accès santé. Donc là, comme le disait mon collègue, il y a possibilité de passer par une licence de STAPS, une licence de psycho, etc. Il faut à chaque fois valider cette première année, et puis valider une petite partie un peu plus spécifique qu'on va retrouver un peu partout. Donc, tout cela est bon avec dans les instituts de formation. Je reprends. Quand toute la partie en amont est faite, les étudiants intègrent l'institut de formation en ergothérapie. Donc l'institut de formation en ergothérapie, ou celui de Mulhouse, se fait sur 6 semestres.
S1, S2, S3, S4, S5 et 6. On essaye de mêler en première, en deuxième, en troisième année des notions d'anatomie de l'homme qui va bien et puis des notions de pathologie, ce qui ne fonctionne pas parce que l'occupation humaine que je décrivais tout à l'heure, elle est bien entendu dépendante des capacités de la personne. Quand on fait un bilan, on a tendance à regarder ce qui ne fonctionne pas, alors qu'en ergothérapie, on regarde ce qui fonctionne parce que ce qui fonctionne va pouvoir nous aider à faire quelque chose. Je crois que le terme de complémentarité, il est vraiment important pour les jeunes qui nous entendent parce qu'il faut comprendre que les équipes de rééducation fonctionnent comme une équipe de sport où chacun a son poste. Il y a bien entendu un capitaine, mais il y a aussi un ailier gauche et un arrière droit. Et en fait, un mouvement qui aura été travaillé par le masseur kinésithérapeute en particulier, on va essayer de le transformer en geste utile pour l'indépendance. Donc, à l'issue de ces 3 années, les étudiants sortent avec un diplôme d'État qui est une autorisation d'exercice sur le territoire français. Ils sortent aussi avec d'autres diplômes qui vont pouvoir leur permettre d'éventuellement reprendre des études après. Et voilà. Merci. Alors, la kinésithérapie, il y a 4 ans. Pour faire simple, on va mettre 4 quarts. Un premier quart, c'est l'apprentissage de la pratique. C'est un temps essentiel où, par exemple, première année, c'est tous les matins de l'apprentissage de techniques de massage, de mobilisation, etc., qui passe beaucoup de temps parce que c'est pas évident. Il y a un deuxième quart, c'est de l'apprentissage de la théorie, de l'anatomie, de la physiologie, mais aussi toutes les bases de la sémiologie. Un troisième quart, il est extrêmement important, c'est la réalisation de stages. Comme les collègues psychomotriciens et ergothérapeutes, nous allons réaliser 7 stages dans le cursus. C'est en fait rentrer sur le terrain, mettre en évidence les patients, voir la complémentarité des différents métiers, tels que l'a expliqué Olivier juste avant. Et puis notre quatrième quart tourne autour de la recherche, puisque nous terminons avec un équivalent master, mais surtout c'est l'ouverture par rapport à toutes les spécificités de notre métier et surtout préparer l'étudiant aux 50 ans qui vont aller devant lui. On a vu tout à l'heure la néonatologie, mais on sait par exemple que un tiers, voire la moitié des maladies chroniques dans 30 ans n'existent pas à ce jour. Donc, comment ils pourront aborder ces nouveautés? Comment ils pourront envisager positivement l'apport du rééducateur? Alors, merci à tous les trois pour les précisions sur le cursus d'études. On retient bien, voilà, une première année désormais passe ou LAS. J'invite les étudiants qui auraient des questions à ce sujet à la conférence table ronde qui est faite sur ce sujet précisément, sur PASS et LAS. Et juste avant de terminer, peut-être vous pourriez, pour les étudiants, les futurs étudiants présents, si vous deviez leur donner un conseil par rapport au métier qu'ils ont choisi, aux études qu'ils envisagent vers vos métiers, quel pourrait être ce conseil ou un mot, voilà, pour les engager positivement vers vos métiers. Alors, je vous laisse intervenir comme vous le souhaitez sur ce sujet. C'est pas facile, hein, Non, allez, un petit conseil pour ces futurs étudiants. Allez, je me lance. Allez-y, Olivier, si vous... Allez-y. Je pense que pour notre métier d'ergothérapeute, comme le disait tout à l'heure Pascal Gouilly, on ne traite pas des maladies ou des symptômes, on traite de l'humain. C'est-à-dire que la première qualité dans nos métiers, c'est des qualités de relations humaines. Un jeune qui veut s'orienter vers le métier d'ergothérapeute doit aimer les autres et comprendre leur vie, leur qualité de vie et ne pas se réfugier derrière des concepts qui sont dépassés. Donc, des qualités humaines qui sont indéniables. Merci. Moi, je rebondis sur la relation humaine parce que c'est indéniable, c'est un élément essentiel. Je rajouterais pour le kiné, cette relation, elle est également manuelle. C'est-à-dire que nous avons une bonne partie de notre action qui repose sur du contact. Et donc, il faut aimer. Si le fait de toucher quelqu'un rebute, je pense que ça commence très mal. Moi, il y a un autre point qui me paraît essentiel.
peut-être qu'on a fait un peu peur aux jeunes en lui donnant notre cursus d'études. Je pense que le but, c'est quand même l'objectif, la cible. Et les moyens pour y arriver relèvent peut-être pas de l'anecdote, mais doivent être pris en compte, certes, mais ne doivent pas être l'élément majeur qui va bloquer l'étudiant. S'il a envie de faire une de nos trois professions, que l'on encourage à creuser un petit peu, faut se donner les moyens pour y arriver. Alors, il est clair que la vie sociale va en prendre un petit coup, mais quelles études actuellement fait que la vie sociale ne va pas être un peu altérée? Il faut dire qu'actuellement, on commence à s'entraîner à avoir une altération de la vie sociale. Mais voilà, faut se donner les moyens pour des professions qui sont pleines d'avenir. Si on prenait Olivier Dossmann ayant été diplômé à peu près dans la même période que moi, quand on prend le nombre d'ergothérapeutes ou de kinésithérapeutes à l'époque et ceux de maintenant, ergothérapeute, ça a été multiplié par 4, kinésithérapeute, ça a été multiplié par 3, et on pense que ça va continuer comme ça. Et je laisse à Madame Lobé la notion de multiplication des psychomotriciens qui ont été également spectaculaires. Ah oui, les psychomotriciens, effectivement, la profession paramédicale qui s'est le plus installée en libéral là, sur les dernières années. Donc effectivement, on voit non seulement la population grandit, mais également ses modes d'exercice. Donc effectivement, vous avez tout à fait raison. Moi, je vous rejoins totalement tous les deux. Hein. Je pense que nous faisons des métiers, des très beaux métiers. Et je pense, si j'avais un conseil à donner aux jeunes, c'est peut-être... s'ils ont envie d'un métier de relation, d'un métier vers l'autre, de commencer à regarder ces professions. Elles ont des points communs, elles ont des différences. Hein. On a essayé aujourd'hui de vous en faire part. En tous les cas, oui, trois très beaux métiers, des métiers très humains et des métiers, je pense, qui sont à la fois dynamiques, à la fois, comment dire, dans le renouvellement, c'est-à-dire qu'on ne fait jamais deux fois la même chose hein, sur 2 journées. Donc ça, c'est vraiment, des fois d'une heure à l'autre, d'ailleurs, on ne fait pas la même chose. Donc tout ça, c'est vraiment, je trouve, enfin moi, ce sont des aspects que j'aime, en tout cas, dans mon métier. Le fait d'aller vers l'autre, effectivement, d'avoir envie d'un métier qui bouge, d'avoir envie, alors pour ce qui est de la psychomotricité, de s'engager soi-même hein, dans une réflexion psychologique sur son fonctionnement, sur sa relation à l'autre, sur sa capacité d'expression. Voilà ce que je pourrais donner comme conseil à tous les paramédicaux. Étudiants qui ont envie d'être paramédicaux, allez-y, c'est vraiment des métiers superbes. Si vous avez cette sensibilité, je pense que vous allez vraiment aimer. Et puis pour la psychomotricité, certainement un intérêt à la psychologie, à l'autre, à ses spécificités, à sa communication, à comment on peut l'aider. Eh bien, je vous remercie tous les trois pour toutes ces précisions. Et puis, je donne donc rendez-vous aux étudiants sur les stands spécifiques concernant vos métiers pour peut-être des questions plus spécifiques.